Incroyable potentiel. Le podcast des personnalités de talent au parcours atypique, éclairant et inspirant. Bonjour, je m'appelle Corinne Jaillet. Soyez les bienvenus sur le podcast Incroyable potentiel. Après 30 ans au cœur de la finance, j'ai choisi de créer Coordination d'envergure, l'agence qui révèle, structure et développe vos projets les plus fous, de la conception à la réalisation de toutes vos créations. Dans Incroyable potentiel, je mets en lumière des acteurs du monde des affaires. J'y invite également des personnalités issues du sport, de la culture, de la politique et de la gastronomie. Mes invités suivent des trajectoires hors normes. Ils en parlent avec transparence, alignés avec leurs valeurs intimes et une attention à l'intérêt général. Au fil de ces podcasts, chaque auditeur trouve l'élan pour son propre déploiement. Je vous convie à une rencontre puissante, holistique et sans précédent. Aujourd'hui, dans Incroyable potentiel, nous avons le plaisir de rencontrer un expert éminent de l'art africain. Nous sommes accueillis dans sa magnifique galerie, située au cœur du quartier historique du Marais, à Paris. Bonjour Christophe Persson. Bonjour Corinne. Vous êtes diplômé d'HEC Paris et de Christie's Education à Londres, académie renommée dans le domaine de l'art. Vous débutez votre carrière dans la finance avant de vous spécialiser dans le commerce et le marché de l'art. Avec une expérience significative au sein de plusieurs maisons de vente prestigieuses en France, vous avez acquis une connaissance approfondie des mécanismes du marché artistique. En 2022, vous réalisez votre rêve en ouvrant votre propre galerie d'art. Votre expertise financière, votre parcours unique et votre profond engagement envers l'art font de vous une référence incontournable pour les amateurs et les collectionneurs d'art contemporain africain. Cher Christophe, pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Quelles ont été les étapes clés de votre carrière qui vous ont conduit à ouvrir cette galerie dans le Marais ? Écoutez, avec plaisir. En effet, j'ai commencé par travailler dans la finance, dans le groupe Crédit Agricole, dans lequel, pour partie, je me suis occupé de faire du fundraising, c'est-à-dire de la levée de fonds pour des projets dans les pays du Sud, en Asie et en Afrique notamment. Et c'est ce qui m'a donné probablement ce premier tropisme, en fait, vers les pays du Sud. Dans le même temps, moi j'ai toujours été passionné d'art et je n'avais pas, quand j'étais plus jeune, eu l'opportunité de m'orienter vers ces études. Donc j'ai attendu un petit peu, avoir environ 35 ans pour prendre une grande décision qui était de quitter la banque et pour reprendre des études. Et c'est là que j'ai rejoint Christie's Education à Londres pour entamer un master en art et business. Ça c'était en 2014. Et à cette période-là, dans le monde de l'art, en fait, il y a eu beaucoup d'événements qui ont contribué à mettre en avant l'Afrique et la culture africaine et l'art contemporain africain, et notamment à la Biennale de Venise, qui est un peu la grand-messe pour les amateurs d'art contemporain. Il y avait un curateur d'origine du Nigeria qui avait sélectionné de nombreux artistes, et je pense que sa volonté, c'était de montrer des artistes africains qui allaient sortir des clichés, puisque en fait, on a tous évidemment des a priori sur la culture africaine, en imaginant qu'elle sera très exotique, très orientaliste, parce que c'est aussi notre culture, en fait. On a vu, nous, dans les musées en Occident, en fait, la représentation des personnes africaines d'une façon très particulière, très connotée aussi. On voyait souvent ces gens représentés de façon très exotique, très sexuée, très servile ou très violente. Et voilà, ce commissaire d'exposition, en fait, a contribué à montrer la création africaine d'une façon totalement différente. Et pour moi, ça a été une vraie révélation. Donc, à l'occasion de ces études, eh bien, j'ai commencé à faire des recherches pour essayer de comprendre comment était arrivé, en fait, ce changement dans la production de la création artistique africaine. Je pense que c'est arrivé aussi en même temps qu'un changement des mentalités, de la façon dont peut-être les Africains perçoivent leur identité, de la façon dont on les perçoit. Et donc, voilà, j'y ai vu une opportunité pour me spécialiser dans ce domaine. Et voilà, c'est ce que je fais toujours aujourd'hui, 10 ans après. En quoi vos expériences dans les maisons de vente aux enchères ont justement contribué à façonner cette passion ? Les maisons de vente aux enchères, moi j'y ai appris énormément de choses. L'avantage de ce job, en fait, c'est qu'on voit énormément de choses. Parce que l'idée du travail de spécialiste de vente aux enchères, c'est de vendre, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, mais en réalité, la vente aux enchères, ça dure 1 heure.
4 mois ou 6 mois après, on a préparé cette vente. Et donc, on doit soit chercher des œuvres, soit chercher des vendeurs, ou alors reçu des propositions. Pour moi, ça a été l'occasion de me faire un œil justement sur toute cette production qui existait. Je parle de production c'est un peu négatif parce qu'il y a une partie création qui est plus pure et il y a une partie production qui est un petit peu plus industrielle. Voilà, en travaillant dans ces maisons pendant 6 ou 7 ans, j'ai eu des milliers de propositions d'œuvres et parmi lesquelles j'ai dû faire une sélection pour en présenter au cours de toutes ces années des centaines. Mais quand même, mon travail, ça consistait à sélectionner en fait. J'étais aussi dans une position très privilégiée puisque finalement, les ventes aux enchères, comme tout le marché de l'art, se caractérisent par beaucoup de confidentialité. Donc j'avais les inputs des choses qui arrivaient, j'en faisais un petit peu mon miel et puis ensuite je le proposais sur le marché et je voyais ce qui se vendait en fait. Donc j'étais vraiment un peu au centre de tout ça parce que je savais ce qui existait, ce qui plaisait, donc c'était quelque chose qui était très excitant. Donc ça m'a permis vraiment de connaître l'art africain. J'ai eu l'occasion aussi de commencer à voyager en Afrique, de rencontrer les artistes, de rencontrer des collectionneurs, de visiter des studios, c'est-à-dire des ateliers notamment où les artistes travaillent. Donc oui, ça a été très enrichissant. Alors j'ai travaillé plusieurs années chez Piazza. Ça a été une période aussi de changement sur le marché parce qu'il y a eu une énorme demande en fait pour l'art contemporain africain qui, en même temps que la culture africaine, je dirais dans la mode, dans le showbiz, dans la musique, dans le cinéma, a totalement émergé en fait. Donc il y a eu ces aspects positifs en fait qui ont donné envie à beaucoup de gens de connaître cette culture. Et puis en même temps, il y a eu aussi des événements comme la mort de George Floyd, le Black Lives Matter, qui a aussi sensibilisé aussi sur cette culture, sur cette population. Donc en fait, il y a eu plein d'éléments en fait qui étaient à la fois du positif, à la fois du très très négatif, mais qui ont quand même mis cette scène africaine justement sur le devant de la scène. Et ensuite j'ai travaillé chez Arcurial et là j'ai travaillé sur des ventes aux enchères aussi sur la spécialité africaine à Paris et à Marrakech qui ont été l'occasion en fait de faire des événements aussi en Afrique. Donc c'était super enrichissant. Aujourd'hui, vous avez votre galerie, votre propre galerie. Comment sélectionnez-vous vos artistes ? Aujourd'hui, mon critère de sélection pour les artistes que je représente à la galerie, c'est le même que quand j'organisais des ventes aux enchères. En fait, c'est vraiment la recherche de la création pure. Ça paraît un petit peu ésotérique de le dire comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de trouver des gens qui puisent leur inspiration en fait de leur trip, de leur cœur. Moi, ce que je recherche, ça va être des gens qui vont vraiment créer, c'est-à-dire qui vont avoir une idée, soit d'un concept, soit d'une histoire, soit d'un propos, soit d'une technique aussi, mais qui vont vraiment partir de leur cœur pour créer quelque chose de nouveau. Et la raison pour laquelle moi je cherche les vrais créateurs, un peu en opposition aux producteurs je dirais, c'est parce que j'ai la conviction que pour le public en fait, la personne qui regarde l'œuvre, que ce soit un amateur lambda ou un collectionneur, c'est une œuvre créée qui va lui plaire. De la même façon que c'est créé par le cœur, il faut que ça touche aussi au cœur. Donc c'est une espèce de communication comme ça, un peu, c'est beau. un peu spirituelle qui existe entre deux personnes qui ne se voient pas, l'artiste et le regardeur, et en fait qui communiquent à travers l'œuvre. Donc vous êtes une passerelle, hein, de cœur à cœur. Voilà, c'est l'œuvre plutôt la passerelle, et moi je passe en effet. Ouais. Vous êtes le passeur. Exactement. Vous êtes le passeur. Le passeur de la passerelle. Quels sont les défis auxquels vous faites face en tant que galeriste spécialisé ? Et les galeries que l'on voit à Paris, à Londres ou à New York, elles sont toutes spécialisées en fait. Quand on s'intéresse à ce marché, on voit que les gens font soit de l'impressionnisme, soit de l'art déco, soit du surréalisme, soit de la sculpture. C'est rare de s'intéresser à tout parce que je pense que c'est impossible de tout connaître. Et donc les défis, c'est les défis de tout entrepreneur. C'est déjà de réussir à faire tourner cette boutique, hein, qui est quand même un espace déjà, de se créer un réseau en fait, à la fois de fournisseurs qui sont les artistes. Et donc sur ce volet, il y a beaucoup de compétition puisque bien entendu toutes les galeries veulent avoir les meilleurs artistes. Donc il faut être en mesure de leur proposer des choses
pour les convaincre de rejoindre. Le deuxième défi aussi, c'est de trouver des acheteurs, puisque ce sont eux qui nous font vivre. Par ricochet, nous, et donc les galeries, et donc le staff de la galerie, et donc à la fin les artistes évidemment. Donc voilà, il faut travailler sur ces deux volets en fait, qui sont indispensables, qui ne vont pas l'un sans l'autre, qui sont complémentaires, mais qui sont des activités radicalement différentes, encore plus peut-être dans le monde de l'art africain, puisque la culture en Afrique est tellement différente de la nôtre, donc il faut être à l'aise aussi dans cette culture-là, et puis j'ai presque envie de dire à l'opposé total du spectre, avec des collectionneurs plus au profil occidentaux, parce que c'est eux la majorité quand même des acheteurs. Vous parlez de réseau, est-ce que vous participez à des foires d'art, des expositions internationales ou des collaborations avec d'autres galeries? Alors oui, j'essaye de faire tout ça parce que c'est aussi indispensable. Et si on veut rencontrer des étrangers, en fait, on est obligé de bouger, donc d'aller là où se passe en fait le marché. Bon, à Paris, on a beaucoup de chance parce que quand même Paris, ça reste un centre d'art. Et puis à Londres, et puis en fonction des moyens qu'on a, à New York, à Singapour, à Séoul, à Madrid, à Barcelone. Donc après, c'est un choix infini finalement de lieux où montrer des choses, mais avec des moyens très limités. Donc il faut sélectionner aussi les lieux qui nous semblent pertinents pour montrer nos artistes. Avez-vous des collaborations spécifiques avec des institutions africaines? Alors oui, bien sûr. J'essaye moi d'avoir une présence aussi dans la mesure du possible au travers de différents projets. Un qui me tient particulièrement à cœur, c'est un projet que j'ai créé avec un ami burkinabé en fait, qui est une biennale que j'ai créée il y a 8 ans au Burkina Faso, qui s'appelle BIZO, pour Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou. Donc on invite une vingtaine d'artistes du monde entier en résidence pendant 4 ou 5 semaines à Ouagadougou pour se confronter au terrain. L'idée de cette biennale nous était venue à l'occasion du discours de Macron sur les restitutions. En fait, on avait commencé à parler du fait qu'il faudrait envisager de rendre le patrimoine africain aux Africains. Et dans le même temps, avec mon ami Niaba, qui est artiste lui aussi, on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'accents qui étaient mis sur le statuaire ancien, mais que les sculpteurs contemporains étaient très mal considérés, pour des raisons principalement logistiques en fait, parce que de créer de la sculpture, ça coûte très cher, c'est compliqué à transporter, c'est compliqué à montrer, c'est compliqué à vendre, et pour les collectionneurs, c'est compliqué à collectionner. Et donc on s'est dit que pour pallier ces manques, il fallait qu'on crée quelque chose qui serait un événement pas nécessairement commercial, mais un peu à la marge. Donc un événement qui serait ancré dans l'Afrique, plutôt à vocation institutionnelle, donc de monstration, mais qui aurait ultimement aussi vocation à permettre aux artistes de rentrer sur le marché grâce à la communication qu'on en ferait. Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident votre galerie dans la présentation et la promotion de l'art contemporain? Les valeurs fondamentales, elles vont être mises en avant à l'occasion des différentes expositions, parce que, comme vous le savez, quand on fait une exposition dans un musée, il y a des commissaires d'exposition. Au niveau de la galerie, on essaye aussi de se mettre au niveau, c'est-à-dire d'avoir un propos, à raconter une histoire, toujours en essayant de faire comprendre aux visiteurs que très souvent, en fait, les émois, les difficultés personnelles que l'on rencontre, en fait, ce sont la plupart du temps quand même des difficultés qui sont universelles. Et puis là, l'expo qu'on a actuellement avec le Burkina Faso, c'est une expo qui est beaucoup en lien avec la mémoire, en fait. La mémoire que assez souvent on efface de façon volontaire. Alors qu'on se rend compte que finalement de revisiter le passé aussi, ça peut nous aider quand même à comprendre le présent, peut-être à éviter les erreurs du futur. Donc voilà, on a plusieurs artistes ici qui traitent en fait de ce sujet-là, en fait, de leur patrimoine que eux-mêmes ont, pas nécessairement à titre individuel mais collectif, en fait effacé, et donc qui se disent qu'aujourd'hui il serait utile quand même de s'en souvenir. Et ça fait écho évidemment à ce qui se passe actuellement, même chez nous, très très proche. Beaucoup de décisions sont prises à la fois par nos dirigeants mais aussi par le peuple, en n'ayant pas conscience en fait de ce qui s'est passé par le passé. Et donc on a quand même tous envie d'effacer tout ça, et on se dit qu'on va réessayer, on réessaye, on va essayer, on a souvent déjà essayé. Donc voilà, je pense que les artistes africains, ils ont beaucoup à nous apprendre en fait, et à nous enseigner sur nous-mêmes. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec la galerie, de sensibiliser au même titre qu'on peut le faire quand on est chanteur, quand on réalise des films, quand on écrit des romans, quand on monte une pièce de théâtre. En fait, les artistes aussi véhiculent des messages, parfois de façon plus subtile que si
si on s'agresse les uns les autres avec des problèmes de façon trop littérale, en fait, au travers d'un tableau, peut-être qu'on peut suggérer des choses plus doucement. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un lien avec l'Afrique qui est beaucoup plus fort que l'on imagine pour nous tous. Vous savez, les psychologues, les philosophes, en fait, ont beaucoup parlé de cet environnement, comme Carl Jung, par exemple, qui a beaucoup parlé de l'homme moderne, comme il disait, et donc de cette nécessité peut-être de remonter en amont de l'homme moderne. On peut le faire, en fait, en allant en Afrique. On peut retrouver des espèces de, comme il parle de la psyché archétypale en fait, qui quand même est je pense, un objectif à avoir pour être plus serein avec soi-même. Je pense qu'on peut trouver des réponses là-bas. Peut-être à des questions qu'on ne se pose pas, mais peut-être qu'il y a des réponses intéressantes pour nous. Et vous, Christophe, quelles sont les valeurs que vous défendez au quotidien ? Alors moi, j'essaye de défendre un peu les valeurs de connaissance de soi. C'est un peu le chemin, à mon avis, le plus ardu. Je pense que la connaissance de soi-même, c'est quand même un défi qu'on devrait tous avoir. Et donc, voilà, encore une fois, je pense que toutes ces œuvres d'art nous aident à ça, en fait. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Moi, je pense que ce qui compte le plus pour moi, c'est la question de la tolérance des autres. Mais je pense qu'on peut tolérer les autres uniquement si on se tolère. Donc, on parlait justement de cet artiste là, Abou Sidibé, qui a trouvé un moyen conceptuel de créer ces puisettes, en fait, qui sont des espèces de carottages anthropologiques, psychologiques et géographiques. Et finalement, lui, il se dit qu'il sera plus serein dans sa vie d'homme, il a 48 ans, s'il arrive à retracer en fait sa propre histoire. Alors ça devrait pas être très compliqué puisqu'il l'a vécu. On aurait envie de dire c'est simple, tu as vécu ta vie, tu devrais la connaître. Et finalement non, il a besoin de faire ce travail artistique pour remonter à ses racines parce qu'il a eu l'impression que soit il se souvient plus en fait de ce qui s'est passé ou alors peut-être qu'il se dit qu'il a transformé en fait sa propre histoire et donc il essaye de trouver un moyen très physique comme ça de cheminer par le passé et je pense que c'est un travail qui est intéressant de faire pour nous aussi. Quel est votre regard sur le monde ? Je pense qu'on vit dans un monde quand même de la peur qui est alimenté. On alimente quand même les peurs aujourd'hui pour des raisons de pouvoir aussi. Je pense que c'est plus facile d'avoir le pouvoir sur sa population quand on lui fait peur. Aussi pour des raisons mercantiles et commerciales, parce qu'en diffusant de la peur, on peut vendre beaucoup de choses pour s'en prémunir de façon artificielle. Donc voilà, je pense qu'il y a de fortes raisons d'être un peu pessimiste, mais moi j'ai décidé de ne pas avoir peur en fait. Donc je suis assez confiant malgré tout. On entend parfois, je trouve que c'est vraiment pas à juste titre, que c'est impressionnant, que c'est pas évident de rentrer. C'est faux en fait. Les galeries d'art, les musées, les centres d'art sont là pour justement le public. Donc il faut vraiment pousser la porte. Et puis voilà, pour des gens qui ont l'habitude et qui sont intéressés par la culture, il y aura toujours quelque chose d'intéressant à picorer. Donc j'encourage tout le monde à aller s'intéresser à l'art. Incroyable potentiel. Le podcast des personnalités de talent au parcours atypique, éclairant et inspirant. Une émission produite par Coordination d'envergure, l'agence qui révèle, structure et développe vos projets les plus fous, de la conception à la réalisation de toutes vos créations.